Bien, bonsoir à tous, à toutes et à tous. Je déclare la séance ouverte et je désigne Madame Bruscard comme secrétaire de séance. Très bien, merci. Bonsoir. Je vais procéder à l'appel. Madame Dominique Gantier. Monsieur Claude Delval. Monsieur Laurent Deblos. Madame Anne Mazurel. Monsieur Hervé Viplier. Madame Marie-Laure Lossery. Monsieur Christian Gantier. Monsieur Francis Lefebvre. Madame Gisèle Coteau-Fourmentel. Madame Élise Loyer. Monsieur Patrick Vendrièche. Présent. Monsieur Lionel Prats. Présent. Madame Nathalie Bourbotte. Madame Patricia Van Rubeck. Delphine Muscat présente. Madame Manon Lenain. Monsieur Jean Crespel. Présent. Monsieur Philippe Six. Présent. Madame Claire Delory. Monsieur Sébastien Bouquillon. Monsieur Valentin Dutoit. Présent. Monsieur Nicolas Marchand. Présent. Monsieur Bruno Foucard. Présent. Bien, merci. J'excuse Madame Dégatoire qui est souffrante. Bien, on va démarrer les communications. Je vais laisser la parole à Monsieur Nadal. Bonsoir à toutes et à tous. Donc j'ai 3 communications à vous faire. La première concerne les jardins situés dans la rue Jean Jaurès. Pour vous informer qu'il y a encore 3 parcelles de libre. Donc pour les intéressés de se rapprocher auprès de la mairie pour les modalités s'ils veulent cultiver. Enfin, si des personnes sont intéressées pour cultiver. La seconde communication, ça concerne le week-end du 14 juillet. Le 13, alors qui commence par le samedi 13, donc le week-end. Le samedi 13, donc en fin de matinée, il va y avoir l'arrivée des forçats de la route. J'en avais déjà parlé à la réunion plénière. Donc les forçats de la route version 2024. Donc c'est un groupe de sportifs amateurs qui se sont donné comme objectif de refaire le tracé du Tour 1924, 100 ans après, en termes d'étapes, que ce soit de nuit ou de jour, et aussi en termes de nombre de kilomètres, des étapes de 600 km par exemple, en relais. Et donc une étape arrive à Aublanc-Couanne, et enfin, en marge, pour les aider financièrement, une délibération sera prise lors de ce conseil municipal, je ne sais plus quel numéro. Voilà. Donc en fait, pour les accueillir, la médiathèque, avec Florence et son équipe, ont organisé un concours de vélo fleuri et une exposition littéraire autour du vélo, et d'Albert Londres, qui est l'auteur lui-même des forces de la route, hein, des notes qu'il avait prises pendant la course en 1924. Passons au 14 juillet, et donc la première guinguette familiale haupinoise, qui débutera dès 11h ici dans la salle des fêtes, dans la cour dans l'espace vert de la salle des fêtes, avec des structures gonflables pour les enfants, des jeux en bois flamands pour les plus grands, et ce dès 11h du matin. Donc là, vers 13h30, on pourra danser, guincher, comme vous voulez, avec un animateur musical, une animation musicale plutôt, constituée par le duo Stevie, qui reprend des tubes des années 60, mais qui en fait, par rapport à la clientèle entre guillemets qui est en face de lui, s'adapte. Le midi, on pourra aussi se restaurer avec la présence d'un food truck pour se restaurer, et la buvette sera tenue par l'association Fête à Musique. Fin de cette journée vers 18h en fait. On souhaite faire ça en journée de 11h à 18h. Donc un toute boîte va être distribuée en fin de semaine sans doute pour informer la population. La troisième communication que j'ai à vous faire, c'est les lieux des élections législatives.
donc afin de ne pas pénaliser les locations qui ont été faites en amont, il faut savoir qu'il y avait 2 tours le 30 juin et le 7 juillet, pas pénaliser mais donc les événements familiaux programmés par des locations, la fête des écoles à Ancoine, la fête des écoles d'Ancoine, et la LSH qui doit préparer cette salle pour le week-end du 7 juillet. Nous avons obtenu de la préfecture l'autorisation de transférer le bureau 1, c'est-à-dire celui qui est destiné à la salle des fêtes ou à Tiffaine Boulet, de le transférer à la cantine derrière la mairie. Donc on va faire de l'info sur nos réseaux sociaux et également il y aura un fléchage des jours de vote pour indiquer où se rendre pour voter. Pas trop compliqué ici parce qu'il y a juste à traverser la place, mais enfin il faut quand même bien indiquer aux gens où ils doivent se rendre. Et ça, bien sûr, ça concerne les 2 tours. Hein. On ne peut pas faire un tour ici, un tour de l'autre côté. Et de toute façon, les salles sont prises. Pour les bureaux 2 et 3, le vote se fera dans la salle des sports et non dans la salle lusorique, pour la simple et bonne raison qu'il se déroule le 30 juin la fête des écoles, pour ne pas les pénaliser. Ils ont besoin de cette salle pour la restauration. Et aussi, le week-end d'après, il y a une location. Donc on fera les 2 tours dans la salle des sports. Ça ne change rien du fait que les élections ont lieu au complexe sportif, donc peu importe la salle, mais on fera une information pour dire que c'est la salle des sports. Enfin, à noter que par rapport à cette décision de faire dans la salle des sports et de laisser ne pas perturber la fête des écoles, du personnel et des élus vont le samedi soir, 29 juin, installer les bureaux. Hein, donc, merci à eux d'avance, parce que c'est pas toujours évident, mais au moins ça ne perturbe pas les locations, comme je le répète, les locations et les fêtes qui sont programmées. Voilà, ça en est tout pour moi. Bien, Lionel. Alors, bonsoir à toutes et tous. Mes chers collègues, afin d'inclure toujours plus les habitants dans les décisions locales et les projets de la commune, nous lançons ce jour 2 concertations sur notre plateforme de participation citoyenne. La première se nomme « Une idée pour ma ville ». Cette boîte à idées permettra à chacun de prendre la parole, de dire comment il voit les choses, quelles attentes et idées il a pour sa commune. Chaque proposition sera rendue publique, pourra être commentée ou likée par d'autres habitants, et la municipalité pourra, si besoin, apporter une réponse officielle. Une seule consigne est donnée, être constructif, sous-entendu que toutes les propositions cherchant à polémiquer ou chercher juste à s'opposer aux décisions locales par principe seront retirées sans justification. En effet, il ne s'agit pas de reproduire certaines des dérives des réseaux sociaux. L'objectif est bien de donner la parole aux citoyens cherchant un instant à se mettre à notre place, à la place des élus que nous sommes, pour apporter des solutions aux besoins des Oupinois. Cette concertation durera le temps qu'il faudra en fonction de l'engouement qu'elle suscitera. La deuxième concertation lancée ce jour également concernera voisins vigilants et solidaires. Les habitants pourront ici se positionner sur le projet de la municipalité d'adhérer à ce dispositif. En effet, dans la mesure où cela engendre une dépense pour la commune, nous cherchons à vérifier que cette solution réponde à une attente des habitants. Toutes les explications sont données à ce sujet sur la plateforme, notamment la possibilité de tester la solution dès à présent à l'échelle de sa rue. Pour l'avoir testé à titre personnel, cela se met en place très facilement. La concertation, celle-ci, durera jusqu'à fin octobre. Sur ces 2 concertations, une communication sera prévue dans le prochain fil. Je vous invite, mes chers collègues, à participer et partager l'information. Une seule adresse, participons.plain-ancoine.fr. Je vous remercie. Bien, je vais maintenant passer la parole à Monsieur Deblos. Laurent. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je vais porter à votre connaissance un petit texte que j'ai préparé et que je vais vous lire. L'objet de mon intervention fait suite au dernier conseil municipal.
où 2 documents ont été remis en main propre par M. Bruno Foucard, au nom de la liste pour un village uni et responsable, après les votes consacrés au budget communal. Ces documents portent sur le compte administratif et le budget primitif. Ils contiennent nombre de questions et d'observations résolument négatives, ce qui n'a rien d'étonnant, tant on connaît l'hostilité de M. Foucard à l'égard de la majorité municipale. Je vous livre à titre d'exemple les propos que l'on trouve dans ces écrits. Je vous ai pris 2 exemples. Exemple 1, les dépenses de gaz ont un peu diminué, mais nous avons eu écho qu'on se les gelait tant à la mairie que dans les écoles. Ou encore, le produit des impôts a augmenté de 29,43% depuis votre arrivée aux commandes de la commune. Ce qui est une façon malhonnête de présenter les choses, puisque les impôts locaux ont en réalité augmenté de 10,62%, le reste étant imputable à l'État. Face à ce constat, je souhaite devant notre Assemblée réagir donc à ces questions et observations posées dans ces documents, encore une fois par la liste pour un village uni et responsable. En réalité, ce que je vais vous exposer s'adresse avant tout à M. Foucard. En effet, M. Boquillon, bien que dans l'exposition, s'exprime toujours de manière courtoise et adopte une attitude constructive, loin des dérapages de son colistier, dont chacun aura aisément reconnu la plume si singulière. Je précise que les réponses aux questions posées lors du dernier conseil municipal ont été transmises à tous les conseillers municipaux. Nous n'avons pas pour habitude de systématiquement commenter les propos de M. Foucard, dont la prolixité est sans limite. L'exercice serait sans intérêt. Mais il convient parfois, pour employer une expression à la mode, de remettre l'église au centre du village. On peut s'interroger sur les raisons qui poussent le conseil municipal à multiplier les actions contre notre majorité. Un égo surdimensionné, sans aucun doute. Une acrimonie liée à notre victoire aux dernières élections municipales, assurément. M. Foucard, dans les 2 documents en question, a jeté son dévolu sur le compte administratif et le budget primitif. Il ne partage pas notre enthousiasme sur la situation financière de notre commune et votera contre nos propositions. Quelle surprise! M. Foucard, rien ne trouve grâce à vos yeux. Une dépense qui augmente est suspecte, mais une dépense qui diminue l'est tout autant. Des crédits qui fluctuent d'une année à l'autre sont forcément source de défiance. Curieusement, il ne vous vient jamais à l'esprit qu'une baisse de dépenses résulte tout simplement d'une meilleure gestion. J'ai pu découvrir, M. Foucard, au travers de cet exercice, un aspect de votre personnalité que je ne soupçonnais pas. Vous qui faites souvent référence au passé, attaché aux traditions, ce qui est respectable, faites parfois preuve d'une étonnante modernité. En effet, vous êtes un adepte de la théorie du complot très en vogue de nos jours. Vous mettez très souvent en doute les chiffres annoncés, persuadés qu'ils cachent on ne sait quelle sournoiserie de notre part. Autre tendance très actuelle, votre propension à contester ce qui est incontestable. Malheureusement pour vous, monsieur le conseiller municipal, les chiffres ne trompent pas. Bien qu'on puisse leur faire dire n'importe quoi, exercice dans lequel vous excellez, comme dans celui de faire à la fois les questions et les réponses. Je rappelle à tous que nos finances sont contrôlées par le comptable de la Direction générale des finances publiques, qui engage sa responsabilité personnelle, ainsi que par la préfecture. Par ailleurs, la Chambre régionale des comptes constitue également un organe de surveillance des comptes des collectivités. Enfin, nous sommes au quotidien épaulés par nos agents, comptables et directrices générales des services, dont le professionnalisme et la probité se révèlent fort utiles. Donc, monsieur le conseiller municipal, pour répondre à l'une de vos questions, nous ne sommes pas devenus une commune riche, mais à tout le moins, notre situation financière est saine, ce qui n'était pas arrivé depuis au moins 15 ans. Je comprends que cette réussite vous contrarie. Je ne m'attarderai pas plus longtemps sur vos propos parfois déplacés, empreints de contre-vérité, de procès d'intention, pas plus que de vos affirmations fallacieuses. Que dire également des questions dont l'intérêt semble limité. Sachez que quoi que vous fassiez, rien ne nous détournera du chemin que nous nous sommes fixés. Votre comportement nous fait certes perdre du temps, agents et élus, mais il est surtout nuisible pour notre commune et ses citoyens. Et c'est bien là l'aspect le plus triste et le plus regrettable de votre action.
Enfin, je me permettrai, en guise de conclusion, une mise en garde, Monsieur Foucard. À force d'être caricatural, on en devient insignifiant. Je vous remercie. Bien. Monsieur de Blos, j'ai bien fait de venir. Je n'y attendais pas. Ce qui me chiffonne, c'est que quand on se voit, vous n'êtes pas agressif. Vous me dites, j'ai pas encore pu donner les documents. Il y a que en réunion. Monsieur Foucard, pardon. C'est tout. D'accord. Monsieur Foucard, je ne pense pas avoir été agressif. J'expose des faits et je me place au même niveau que vous. Ceci dit, on ne va pas épiloguer là-dessus, c'est dit, mais bon, pas agressif, ce qui est votre cas également sur des commissions, mais derrière, tous les courriers qu'on reçoit ou tout ce qu'on peut avoir, c'est jamais très agréable, hein, la manière dont vous me traitez au tribunal. Bien, on arrête là-dessus. Ça n'a aucun rapport. C'est avant de passer à l'ordre du jour. Nous sommes dans une salle des fêtes, qui est aussi une salle paroissiale. Peut-être que vous vous en souviendrez, mais si on a cette salle paroissiale, c'est grâce à un personnage qui s'appelait l'abbé Claude de Grunard, que j'avais contacté quand on devait faire les travaux à l'église Zouplin, en lui disant, ça allait nous prendre 4 années du mandat, demandant si on ne pourrait pas récupérer la salle paroissiale qui était inoccupée. Il m'a dit oui, et 15 jours après, il m'a dit, j'ai réfléchi, je ne vois pas l'utilité pour la paroisse de garder une salle paroissiale qui ne sert à rien. Je vais demander au diocèse de vous la mettre à disposition pendant 99 ans. C'est grâce à lui que nous sommes dans cette salle des fêtes et cette salle paroissiale. L'abbé de Grunard est décédé le 1er avril. Donc je souhaiterais, à titre personnel, et j'espère quand même que ce serait partagé, qu'on observe une minute de silence à sa mémoire. Aucun souci, Monsieur Foucard. Alors, minute de silence. Merci. Bien, donc nous allons passer à l'ordre du jour, l'approbation du PV du Conseil municipal du 25 mars 2024. Des interventions, oui. Je ne vais pas dire ce que j'avais l'intention de dire. Bon, de toute façon, vous savez très bien, je ne vais pas approuver le procès verbal. Il y a quelque chose sur lequel j'insiste et que je demande à ce que ce soit modifié. Il est marqué à la page 17 en haut, il, et le il c'est moi. Souligne que le dépôt de gerbe aux différents monuments aux morts le 14 juillet n'a pas de caractère obligatoire et qu'il espère que ce sera maintenu malgré tout. Ce n'est pas moi qui ai dit que le dépôt de gerbe au 14 juillet n'était pas obligatoire. J'ai lu ce qui avait été dit en commission du 16 février. Donc je souhaiterais vivement, avant que ce compte-rendu soit sur le site internet, qu'il soit bien précisé que c'est pas moi qui ai dit ça, sinon je risquerais de me fâcher. Je n'ai plus rien. Pas exceptionnel. C'est pas moi qui l'ai dit, il suffit d'écouter la vidéo. J'ai relu ce qui était marqué dans le compte-rendu. La vidéo? Oui. La commission? Non, au conseil municipal, j'ai lu ce qui avait été lu dans le compte, ce qui a été dit dans le compte rendu de la commission. Donc, je pense que c'était peut-être M. Lefebvre qui avait répondu que nous avons échangé sur le fait de savoir si on maintenait ou pas le dépôt de gerbe au moment, sachant que cette manifestation n'a pas de caractère obligatoire au niveau national. C'est ce qui était marqué dans le compte rendu de la commission. C'est pas moi qui ai dit qu'on n'était pas obligé d'aller mettre un dépôt de gerbe au monument aux morts le 14 juillet. Vous savez très bien, je ne suis pas d'accord que l'on mette plus de dépôt de gerbe au 14 juillet, mais bon, c'est ce que
Comme m'a dit M. Deblot dans la réponse, je fais ce que je veux. Et je ne tiens pas à ce que ce soit sur qu'on me le mette sur mon dos. D'accord. Très bien. D'autres interventions? Non? Parfait. Oui, monsieur. Moi, je Oui. m'abstiens parce que je n'étais pas présent au conseil municipal. D'accord, très bien. Bon, donc alors, vote contre monsieur Foucard. D'autres votent contre? Non. S'abstient. Pour tout le monde, hein, je vous remercie. C'est Madame Alossery qui prend du fait que notre DG n'est pas là. Il ne faut pas se tromper. Donc 18 pour. Un contre et 4 abstentions. D'accord, très bien. Bien. La délibération numéro 2. Alors, ça concerne le réseau des médiathèques du Mélantois. C'est renouvellement de la convention de coopération du groupement de commandes. On avait renouvelé, si vous vous souvenez, l'année dernière. Il y a une démission au niveau de la ville de Leuzen, hein, puisqu'on est en réseau avec Leuzen. La personne qui gérait ça est partie, donc il a fallu refaire appel à candidature. Pour l'instant, on n'a personne. Normalement, d'après Leuzen, ce serait bon pour septembre. Aujourd'hui, la personne qui gère, en attendant, c'est Seclin. Donc, on demande de reprendre cette convention, normalement jusqu'à la fin de l'année. Voilà, c'est une délibération un peu de principe. Hein. Je ne sais pas s'il y a des interventions. Oui. Effectivement, je m'étais dit, j'avais déjà vu une telle délibération, donc j'ai retrouvé la délibération du 11 décembre 2023. En regardant bien sur le site internet, pour avoir la version officielle, je me suis dit qu'il y avait une erreur ce jour-là et je ne l'ai pas vu. Il était marqué dans un coin qu'on passait un avenant et ensuite qu'on passait une convention. On n'a pas connaissance, on ne peut pas passer une convention et un avenant en même temps, c'est ou l'un ou l'autre, c'est pas les deux. Mais bon. Et donc, effectivement, le mois de décembre, on a adopté une convention qui va du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026. Aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Donc, moi, j'avoue que je ne comprends pas. D'autant plus que je veux quand même signaler que sur l'ordre du jour, le tableau, il est encore remarqué avenant. Dans la libération, on parle bien de convention. Il y a aussi, alors moi, ce qui me chiffonne, dans la convention, il est marqué au terme de cette période d'intérim qui prendra fin le 31 août 2024. Si c'est encore prorogé, il va encore falloir modifier la convention. Donc il y a peut-être des choses qu'il faudrait éviter d'indiquer trop précisément, parce que sinon... C'est ce qui a été proposé. On a demandé à ne pas mettre cette date-là. Sauf que, bon, en fait, comme c'est Seclin qui gère actuellement, Seclin n'a plus envie de garder, en fait, cette délégation, dirons-nous. Donc, pour que on soit certain que ce soit acté au 1er septembre, ils ont demandé à ce qu'on mette le 31 août. Alors, comme Seclin avait déjà passé la délib, nous ne pouvions plus changer les dates. On a été obligés de s'aligner puisqu'on est dans le réseau. Et là, ils ont passé leur conseil municipal un peu avant nous. Donc voilà, effectivement, moi j'avais demandé à ce qu'on reste jusqu'à la fin de l'année, parce que s'il faut reprendre, si on n'a personne en 1er septembre et qu'il faut reprendre encore, mais bon, le maire de Leuzen a affirmé que c'était bon pour le 1er septembre. Donc, en tout cas, dans un esprit constructif, moi je vous suggère de rajouter une ligne en disant que la délibération d'aujourd'hui annule et remplace la délibération et la convention du 13 décembre 2023, ça évitera toute ambiguïté. Parce qu'apparemment, pour moi, on vote la même chose deux fois. Donc au moins qu'on marque clairement que la délibération du mois de décembre n'existe plus.
C'est peut-être de la pinailler, mais c'est de l'administration. Et bien évidemment, je suis d'accord pour voter la délibération et la convention qui vont avec. Très bien. Bien. Donc, je le mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, la délibération suivante concerne l'école de musique. Alors, l'école de musique, en fait, il n'y a rien de changé. C'est simplement remettre une délibération un peu moins chargée, dirons-nous. Plus claire, plus lisible. Mais rien n'a été changé, puisque, de toute façon, en commission, on n'en avait pas discuté, on n'a pas changé les tarifs. Ça reste tel quel, c'est la même délibération que l'an passé. Mais elle est, on va dire, un peu plus simple et un peu plus lisible. Est-ce qu'il y a des questions dessus? Oui. Moi, j'avoue que j'ai abdiqué parce que entre ce qui se passe à Emra, au plan Bonne et ce clan, j'y comprends plus rien. Donc, ce serait peut-être bien qu'on puisse, si on pouvait avoir un tableau récapitulatif qui précise qui fait quoi. Alors, d'un autre côté, effectivement, je me suis amusé à regarder la délibération du mois de juin l'année dernière. Il y a des choses que je n'ai pas retrouvées. Alors effectivement, vous me direz peut-être qu'il y a des modalités de fonctionnement qui n'ont pas changé. Donc si on ne les remet plus, on peut toujours poser la question. Je vais prendre un exemple. Il est marqué, l'année dernière, il était marqué « Il ne sera plus admis d'élèves en classe de piano ». Là, ça n'apparaît plus. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Alors effectivement, il y a eu suite à des rencontres avec la nouvelle directrice de l'école de musique, ça a été un arrangement avec elle. On n'est plus, c'est pour ça aussi que ça a été un peu modifié. Ce que vous avez sur les anciennes délibes, il y avait un nombre d'heures par instrument. Aujourd'hui, il y a un quota d'heures qui sont là, qui n'ont pas bougé, qui sont toujours là, mais c'est à elle d'adapter en fonction des demandes des personnes qui, enfin des personnes qui viendraient s'inscrire. Si effectivement il y a la place au piano, eh bien c'est à elle de gérer. En fait, on la laisse libre dans cette gestion, c'est ce qu'elle a demandé. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'était plus question de mettre des personnes au piano. On avait 3 heures en piano, 3 heures, là on a eu en fait que 2 heures, enfin 2 heures. 3 heures, ça veut dire 6 élèves. Là, on n'avait que 4 élèves. Donc, si cette heure qui est attribuée au piano, elle a envie de la mettre, je ne sais pas, on va dire à la clarinette, parce que là, il y en a plus qui arrivent sur la clarinette, elle mettra une demi-heure ou 1 heure sur la clarinette. Si elle la demande pour la partie trompette, ben c'est pareil, voilà. C'est elle qui pourra un peu moduler en fonction des demandes. Maintenant, pour votre info à tous, ça continue toujours avec Emra, dans ce qui avait été mis en place. D'ailleurs, il y a le concert de l'école de musique qui se fera à Emra, à la demande, c'était à voir avec les directeurs de l'école de musique. Ils ont souhaité le faire à Emra cette année. Et bien entendu que moi, l'année prochaine, je demanderai à ce que ça se fasse à Haut-Plan-Coin. Ce n'est pas toujours dans un sens. Après, pour ce qui est de ce clin, aujourd'hui, à ce jour, on a 5 personnes sont inscrites à l'école à ce clin. Donc là, ça n'a pas non plus changé, on avait expliqué. En fait, le tarif, elle paye le tarif oupinois, et nous, on donne la différence à ce clin. Mais là, rien n'a changé. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre demande, à votre question. Il n'y a plus non plus d'intervention, il n'est plus marqué une intervention au milieu scolaire, je suppose que ça existe tout le temps. Ah oui, ça c'est. Oui, la du mixte, ça n'a pas changé, elle est tout le temps là. Oui. Là, on a simplement remis un peu plus clair la délibération. Voilà, très bien. Écoutez, je vais le mettre au vote. À moins qu'il y ait encore d'autres questions? Non. Alors, je le mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération, toujours concernant l'école de musique. Bien, tous les ans, on est
censé normalement avoir des professeurs diplômés. Ce sont normalement des cadres A, des cadres B, qui doivent être recrutés pour enseigner la musique à l'école de musique. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, quand c'est comme ça, ce sont des contractuels. Donc, tous les ans, sur le centre de gestion, on remet les postes pour lesquels ce sont des contractuels. Si un titulaire se présente, on est tenu de prendre le titulaire. Sinon, on reprend les contractuels. Donc là, en fait, c'est cette délibération qui doit permettre de pouvoir recruter des professeurs contractuels si besoin. Des questions? Une toute petite question, il y a marqué, le régime indemnitaire est facultatif. Ça veut dire quoi? Ils l'auront ou ils l'auront pas, ou ils l'auront s'ils sont gentils, s'ils donnent satisfaction, c'est tout. Voilà, après avoir délibéré. Le régime indemnitaire est facultatif. À quel endroit? Avant d'avoir délibéré. Ouais. Ouais, avant, oui. Donc, ça veut dire qu'ils vont l'avoir, ils vont pas l'avoir, on est obligé de le donner, donc on ne le donne pas. Écoutez, j'avoue que je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, je vais poser la question, je vois. C'était peut-être écrit l'année dernière que je ne l'ai pas vu. Hein. C'est la même délib qu'on reprend en principe, il n'y a pas de changement. À moins que, bien que je ne sois pas certaine qu'elle ait été reprise l'année dernière. Mais bon, je poserai la question. Je verrai ça à un décatoire. Oui, mais on fait ce qu'on veut. Ah, tout le monde. Ben voilà, donc c'est une réponse. On fait ce qu'on veut pour tout le monde ou pour là on donne et l'autre on donne pas? Dans ce qui concerne la délibération. D'accord? On parle bien d'une délibération, on parle de ça. Donc ça sera des personnes qui viendront par rapport à cette délibération. Voilà. Ça peut être plus clair. Bien. Ah bah ça ne plaît pas, de toute façon il n'y a rien qui. Bon, donc je poserai la question, je verrai avec ma décatoire. Sinon, y a-t-il d'autres interventions sur ce sujet? Parfait, je le mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Bien, un sujet encore intéressant. Oui. Donc, ça concerne la délibération d'un bien situé au 54 rue Pasteur à Ouplan-en-Poigne, en état d'abandon. Si vous vous souvenez, on avait déjà pris cette délibération il y a un peu plus d'un an, en 2022, où tout un état avait été fait concernant cette maison qui était dans un état de dégradation très avancé. On avait fait le nécessaire, c'est-à-dire que j'avais fait passer un huissier, il y avait eu un procès verbal avec un constat de cette maison. Tout était réglé. Et puis l'année dernière, on est venu me retrouver en disant écoutez, ça ne va pas, cette délibération, elle n'est pas bon, il faudrait reprendre parce que, bon, si vous vous souvenez un peu le contexte, on avait plusieurs propriétaires sur cette maison. On avait un propriétaire reconnu, qui était à ce moment-là Monsieur Cousin, mais Monsieur Cousin avait vendu sa maison à un couple. Ce couple a habité la maison 3 mois, en gros, et puis avec les malfaçons, ils ont quitté la maison. Suite à cela, il y a eu un procès. Ils sont restés propriétaires. Alors là, c'est vraiment un sac de nœuds parce que personne n'est capable de l'expliquer, ni aux impôts, ni avec la MEL, ni avec la Fabrique des quartiers, qui gère aussi ce dossier. C'est vraiment quelque chose d'incompréhensible. Donc, ce couple qui était devenu propriétaire, qui était propriétaire, ne l'était plus, mais pour les impôts, il l'était tout le temps. Sauf qu'il ne payait pas de taxe foncière non plus. Alors, donc, en principe, quand vous êtes propriétaire, vous payez une taxe foncière. Et puis, il y a eu toute une malfaçon à l'époque, quand ils ont attaqué ce couple, et ils ne sont pas allés, l'avocat n'est pas allé au bout de la procédure. Il n'a pas fait le nécessaire, donc cette procédure était caduque. Entre-temps, ils se sont séparés. Donc, voilà.
ils n'étaient, je leur ai envoyé des courriers, ils étaient censés être propriétaires. J'ai eu le droit à voir M. Cousin qui m'a dit non, moi je ne suis pas propriétaire, cette maison ne m'appartient plus, moi j'ai vendu. Bon, il a vendu, j'avoue que j'ai du mal à comprendre parce qu'il a vendu, donc il a récupéré l'argent, je ne sais pas. En fait, donc aujourd'hui, on est reparti à zéro, puisque d'après la Fabrique des Quartiers, ce n'est plus ce couple qui est propriétaire, c'est bien M. Cousin. Ceci dit, l'année dernière, quand on avait pris la délibération, où, si vous vous souvenez un peu, le tarif de ce bien était évalué à 50 000 €. Et ce jour-là, étrangement, dans les jours qui ont suivi, j'ai eu 2 nouveaux propriétaires. Donc j'ai eu M. Cousin, qui était redevenu propriétaire, et ce couple, qui était devenu propriétaire, pour récupérer récupérer les 50 000 €. Donc, comme c'est un vrai sac de nœuds, j'ai laissé ça avec la Fabrique des Quartiers Lamel. Je me suis dit, ils vont se débrouiller, il y a les avocats, ils vont gérer. Et aujourd'hui, c'est donc M. Cousin le propriétaire. Voilà. Il est propriétaire, donc si vous avez vu, donc la maison, on a dû faire évaluer à nouveau par les domaines la valeur de ce bien, qui a été évalué cette fois-ci à 57 000 €. Ça a pris de la valeur en quelques, on peut dire qu'il est tellement, c'est bien tellement intéressant, ce serait dommage. Bon, donc 57 000 €. Alors aujourd'hui, si vous, on a dû prendre un procès, j'ai dû prendre un arrêté provisoire, j'ai pris un arrêté définitif. Donc aujourd'hui, on est dans les règles, tout est bon, on a le bon propriétaire. Et puis maintenant, bien, on va laisser la Fabrique des Quartiers et la MEL qui vont donc reprendre ce dossier en main pour procéder à l'expulsion officielle. Là, il va falloir expulser le propriétaire, en l'occurrence, pour pouvoir après reprendre le bien. Vous pensez bien que, enfin, ce que vous avez peut-être pu voir, c'est que ce bien, dans l'état où il est, ce sera certainement pas de la réhabilitation, ce sera certainement de la démolition. Après, c'est pas moi qui vais le gérer. Mais voilà, donc aujourd'hui, donc la Fabrique des Quartiers et la MEL m'ont demandé quel était l'objectif de ce bien, ce qu'on allait en faire. Ben, ce sera, enfin, bon, moi j'avais demandé à un moment, bon, logement, on revient sur des logements sociaux. Bon, moi ce que j'aurais souhaité, c'était aussi, mais on n'est pas encore arrivé à ce stade-là, c'est pour des femmes, éventuellement des femmes battues en urgence, de pouvoir être placées, ou peut-être pour des jeunes handicapés, on va dire, et qui cherchent aussi à se loger. On verra, mais bon, pour l'instant, c'est encore, ce sera un peu plus tard, parce que c'est vraiment un dossier compliqué. Et je le dis aujourd'hui, si certains écoutent, j'espère pouvoir au moins rentrer dans les frais que nous avons investis concernant l'huissier. Parce que tout ça, ça a été pour la commune, hein, le paiement de l'huissier. Maintenant, comme il y a un propriétaire reconnu qui va devoir récupérer une partie de, enfin, c'est normalement les 57 000 €, il va pouvoir nous rembourser ce qu'on a investi. Voilà. Des questions, des remarques sur ce dossier hyper compliqué? Il y a quelque chose que je ne comprends pas, enfin, bien compliqué, décide de poursuivre l'opération d'expropriation de cet immeuble au profit de la MEL. Oui. Qui est-ce qui va engager l'expropriation? La commune ou la MEL La MEL et la Fabrique des Quartiers. En fait, aujourd'hui, il faut qu'on prenne cette délibération. Maintenant, c'est la MEL qui va reprendre le dossier pour pouvoir procéder à l'expulsion. Ce qui me chiffonne, c'est décide. Le conseil municipal, il ne peut pas décider pour la MEL. Il peut demander à la MEL de bien vouloir. Mais il ne peut pas décider, ce n'est pas ses compétences. Alors c'est vrai qu'il vaut mieux que ce soit la MEL qui fasse un dossier d'expropriation parce que c'est hyper compliqué. Mais décide, logiquement, on n'a pas la capacité légale. Il faut être que marqué demande. Décide, c'est ça? À la part de décide, ouais. Parce que... On va laisser se déduire.
Et charge à la mail, et donc ça serait plutôt demandé, parce que charge, on donne des ordres à la mail, on n'a pas le droit de donner des ordres avec les collectivités territoriales. Alors, vous voulez qu'on mette Ou alors, dans ce cas-là, si je mets pas ça, Demande et demande. toujours demande. Très bien. Y a-t-il d'autres questions sur ce dossier intéressant? Non? Parfait. Je le mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Bien, on va passer à la délibération 6, donnant mandat au centre de gestion du Nord pour la mise en concurrence d'un marché d'assurance des risques statutaires. Je laisse la parole à M. Gauthier. Bon, alors pourquoi cette délibération? C'est parce que la commune a obligé de garantir à ses agents CNRACL et IRCANTEC des indemnités journalières en cas d'assurance, en cas de maladie. La maladie ordinaire, la maladie de longue durée, accident de travail. Ça a un coût pour la commune. Ça a un impact considérable, étant donné qu'il y a déjà pas mal d'absentéisme, comme dans beaucoup d'autres communes. On m'entend pas? Ah bon, d'accord. Donc, pour ce faire, la solution, c'est l'assurance statutaire. C'est-à-dire que l'assurance statutaire, moyennant une prime et moyennant diverses garanties, elle va rembourser à la commune ce qu'on a versé en indemnité journalière aux agents. Donc, on a deux solutions. Soit faire appel d'offres nous-mêmes, mais vu les conditions actuelles, il y a dans pas mal de cas, il y a des assureurs qui refusent d'assurer maintenant. Ou soit la deuxième solution, c'est de passer par le centre de gestion qui est habilité à faire appel d'offres pour une mutualisation de plusieurs communes. Donc, c'est pour cette raison, je vais regarder si j'ai rien oublié de vous dire. Voilà. Donc l'intérêt de cette deuxième solution, c'est ça, c'est que grâce à la mutualisation, nous pouvons obtenir des taux et des garanties plus avantageuses. En 2021, nous avons bénéficié du contrat groupe pour 4 ans qui se termine fin 2024. Ici, le centre de gestion propose de refaire un appel d'offres pour les communes qu'il souhaite et ensuite créer un nouveau contrat groupe pour les exercices 2025 à 2028. C'est pour cette raison que je vous demande si vous êtes d'accord ou pas pour qu'on adhère au centre de gestion. Maintenant, si vous avez des questions, vous écoutez. Des remarques? Ce serait pour 2025-2028. 2025-2028. On pourrait peut-être le préciser dans la délibération. Non? Comment? On pourrait peut-être le préciser dans la délibération. On Oui. évitera de délibérer l'année prochaine. Attends, on précisera quand ça sera officiel, parce que comme c'est une transaction, on va bien voir s'ils sont d'accord avec cette durée-là. Les assureurs sont de plus en plus réticents. C'était des paliers de 4 ans, mais ils sont de plus en plus réticents. Donc je pense qu'il faut le laisser en l'état comme ça. Et donc, s'il n'y a plus de questions? Y a-t-il des questions? Non, pas de remarques, parfait, je me vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Bien, un autre sujet aussi très intéressant, la ZFE. Zone à faible émission mobilité, avis des communes. Donc aujourd'hui, bon, c'est arrivé là. J'avoue que là, j'ai eu ça vendredi soir à 18h30 en mail de la MEL. Donc avec un courrier qui m'est arrivé ici il y a 2 jours pour représenter, c'est un avis des communes. Voilà, donc on va en débattre là ce soir sur ce sujet qui est très complexe, où j'ai pu assister à pas mal de réunions à la MEL là-dessus, où c'est compliqué pour tout le monde se mettre d'accord. Pour moi, c'est une usine à gaz, voilà, mais on n'a pas le choix non plus. Mais le but ici, c'est de donner un avis là-dessus. Alors, je vais laisser M. Delval. Ouais, vu le doute que vous avez tous lu attentivement cette délibération,
et notamment que vous avez tous peut-être aussi participé à la consultation citoyenne qui était sur le site de l'AMEL, qui avait été relayée par notre site, qui se déroulait du 15 janvier au 18 février 2024. Donc avec 2 scénarios, comme il est indiqué dans la délibération, donc le scénario numéro 1 dit territoire de vigilance et le scénario numéro 2 dit scénario de référence, qui l'a remporté au niveau du conseil communautaire, avec à la clé des dérogations complémentaires à celles qui sont déjà dérogations au niveau national. Donc vous avez tous ces dérogations qui sont alignées. Hein. Alors je vais faire grâce de la lecture, vous pouvez je ne sais pas si vous l'avez lu, vous pouvez le lire, hein, ça ne me dérange pas. Hein. Et donc c'est de nous, au sein du conseil municipal, déjà de aussi spécifier qu'il y aura une participation au public par voie électronique qui sera faite jusqu'au 21 juillet 2024. Donc pour se positionner, que ce soit les communes, les parties prenantes et les habitants. Et donc en fait, ces délibérations, c'est pour savoir si vous êtes favorable ou pas favorable au scénario retenu par le conseil communautaire sur le scénario 2, avec les dérogations qui sont adjointes. Donc, des réactions, des questions sur ce sujet? Moi, j'ai une question. Je voudrais savoir, donc, la zone à faible émission ZFE, est-ce qu'elle est permanente ou alors est-ce qu'une ville peut revenir en zone de vigilance? C'est-à-dire, ZFE, c'est quand il y a beaucoup de pollution dans la ville. C'est pour éviter qu'il y en ait encore plus. Mais si, par exemple, une ville, il n'y a plus de pollution depuis quelques temps, est-ce que ça s'applique encore? Je ne pense pas que ce sont les alertes qui sont maintenant faites avec les stations de pollution, de particules. Pour moi, c'est du permanent. Après, voilà, en fait, justement, c'est les dérogations complémentaires qui font qu'il y a des exceptions. Pour les véhicules âgés, voilà, plein de véhicules qui sont exonérés, hein, les commerçants ambulants, les véhicules dans le cadre d'événements, je pense, notamment des défilés militaires, des choses comme ça. C'est une dérogation nationale, ça. C'est pas forcément celle de l'AMEL, si. Si, de l'AMEL aussi. Ça, c'est l'AMEL. Après, il y a la carte passe-passe, par exemple, nominative. Bon, il y a tous passe-passe, c'est les 52 par an, c'est pas ça? Ouais, je sais pas dans le détail, honnêtement. On a découvert aussi ça un peu sur le tard. Moi, j'ai regardé aussi. Voilà. Donc, je sais pas si vous avez des avis à donner. En fait, là, c'est donner un avis. Donc, aujourd'hui, s'il y a des remarques, bon, c'est de les donner dans cette délibération et de faire remonter ça au niveau de l'AMEL. Après, il faut peut-être dire qu'il y avait 2 choix. Je vais vous lire l'avis, enfin, c'est vrai qu'elle n'est pas sur la délib. Donc, en fait, le conseil municipal réunit donc sur la exprime un avis favorable. Là, ils disent, quant au scénario du ZFEM impliquant une interdiction de circulation aux véhicules non classés et classés en vignette critère 4-5 proposé par l'AMEL, incluant les dérogations prévues notamment par les petits rouleurs, donc 8000 km je crois, ou les détenteurs d'un abonnement TC, c'est le transport en commun, et une aide au rétrofit allouée aux complémentaires de celle de l'État et fléchée sur leur public et les plus en difficulté. Ça veut tout lui dire et rien lui dire, tout ça, mais enfin, il faut aller dans le détail en fait pour aller voir ce qui en résulte. D'après ce que j'avais compris, donc il y avait eu 2 scénarios, scénario 1, scénario 2. Seuls les véhicules non classés pourront circuler en zone ZFE, c'était scénario 1. Et scénario 2, c'était
aussi l'interdiction au CRIC R4 et 5 et les véhicules non classés. Et pour l'instant, la MEL s'oriente vers le scénario 2. C'est le scénario 2 qui a été retenu par la MEL. C'est pour cette raison qu'elle consulte la population pour savoir s'ils sont d'accord ou pas. Sur ce scénario-là. Voilà, c'est ça. Donc, c'est de donner un avis. Dans le courrier que j'ai eu aujourd'hui, enfin que j'ai eu tout à l'heure justement, je vous serai gré de bien vouloir m'indiquer jusqu'au 21 juillet 2024 votre avis ou celui de votre conseil municipal sur le projet d'arrêté de mise en œuvre de la future ZFE qui devra être effective au 1er janvier 2025. Voilà, donc c'est de faire remonter, ou par la participation aussi, puisqu'il y a le site sur lequel il y a déjà eu un certain nombre de participants, ou aussi de le faire remonter au niveau du conseil municipal. Donc je ne sais pas s'il y a des personnes qui veulent faire des remarques sur cela. Patrick, tu veux prendre? Moi j'ai des questions, mais je ne suis pas certain que... Attends, on va peut-être te passer. Ben oui, donc je disais, moi j'ai des questions, mais je ne suis pas certain que vous arriverez à y répondre. En tout cas, il n'y a pas les réponses dans le document qu'on a sous les yeux. Parce que là, dans le scénario 2, il parle de 23% de diminution des émissions d'oxyde d'azote et une diminution de 4% des particules fines. Alors, est-ce que c'est avec les dérogations ou sans les dérogations? Parce que si c'est avec les dérogations, j'ai du mal à concevoir qu'ils aient pu calculer, parce qu'il y a quand même énormément de dérogations, moi je trouve, par rapport à l'enjeu environnemental qui est la pollution de l'air. Je ne sais pas si vous voyez, moi sur mon smartphone maintenant il est indiqué, et il y a pratiquement plus de journée où l'état de l'air est correct. Même ici à Auckland, pourtant on n'est pas en plein cœur de l'île. Et donc ça me semble, je trouve qu'il y a beaucoup de dérogations. Maintenant, il vaut mieux le scénario 2 que le scénario 1, puisque c'est celui qui est le plus ambitieux. Mais est-ce que c'est suffisamment ambitieux? C'est difficile de se prononcer par rapport à ça, puisqu'il y a quand même beaucoup de dérogations, me semble-t-il. Je pense qu'ils ont fait des études sur la pollution par rapport aux véhicules, aux camions. Ça a été fait ça. Oui, mais est-ce que, oui, ça je comprends bien, mais est-ce qu'ils ont en capacité de dire combien il y a, par exemple, ils parlent de dérogation pour les petits rouleurs. Est-ce qu'ils sont en capacité, enfin, je serais très étonné qu'ils soient en capacité de dire combien il y a de petits rouleurs sur la métropole de l'île, combien il y a de véhicules de collection, etc. Et donc, est-ce que les pourcentages ils sont avec ou sans les dérogations? Et de toute façon, voilà. En tout cas, moi je suis pour le scénario 2 qui est le plus ambitieux. Parce que on va devoir contrôler déjà un véhicule qui roule 8000 km dans l'année sur la zone. En fait, bon, la MEL, les discussions qu'il peut y avoir là-dessus, c'est aussi, au fur et à mesure qu'on avançait, beaucoup de maires se donnaient leur avis en disant, bah oui, mais attendez, on a tel ou tel problème. Bon, bah, par exemple, si on prend au Blancoine, on a nos camions aussi qui sont, ils sont plus en état de rouler dans les vignettes. Et les problèmes des 8000 km, par exemple, c'était pour les personnes âgées. Parce que c'était de se dire, bah oui, mais attendez, ces personnes âgées, elles roulent peu, mais si c'est ça, elles roulent pourquoi? Elles prennent la voiture pour faire des courses, peut-être aller chez le médecin, mais peu en fin de compte. Et si elles doivent acheter une nouvelle voiture, elles n'auront peut-être pas les moyens. Et en même temps, si on les empêche de rouler, eh bien, c'est de les couper du social. Donc, au fur et à mesure, il y a des voilà, c'est pour ça que je dis que c'est une usine à gaz, parce qu'au fur et à mesure, ils sont venus rajouter des dérogations. Vas-y, Philippe. Je pense qu'au niveau du classement des véhicules 4 et 5, il y a des erreurs déjà dès l'origine, parce que moi j'ai un véhicule de plus de 30 ans qui pollue moins qu'un véhicule récent. Donc on élimine forcément les véhicules anciens, alors que c'est pas forcément vrai. C'est dit, tu as une dérogation pour les 30 ans. Oui, je sais, mais bon, il n'y a pas que ça. Mais malgré tout, si je pose la vignette, elle doit être marron ou noir, sur le pare-brise. Donc, c'est une activité commerciale, c'est des balades dans le plan. Oui.
De la même manière, par exemple, utiliser des voitures dans des familles avec des jeunes, souvent ça peut arriver, quand il a le permis, les parents donnent leur vieille voiture, entre guillemets, enfin la voiture plus ancienne pour leur enfant, et ils en achètent une nouvelle. Sauf que celle-là, elle va passer sur une vignette critère. Ils ne pourront plus l'avoir. Maintenant, c'est quand même au niveau national, hein, c'est pas la même, mais nous, on a ces règles-là. Bon, je dis, c'est une usine à gaz, c'est des débats qui sont sans fin, parce qu'on ne mettra jamais d'accord tout le monde. Hein. Moi, je pense à une chose aussi, c'est que l'État va donner des aides également pour que les gens puissent changer de véhicule, avoir des véhicules moins polluants. Il ne faut pas oublier que ces gens-là, bien souvent, ils ont peu d'argent, pas les moyens de changer, et ils ont besoin de leur véhicule pour aller travailler. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de commodités pour aller à la gare ou bien en centre-ville, et ça va poser un problème. Oui, vas-y. J'entends moi tout ça, enfin tous ces arguments, tu as raison, hein, je veux dire, et il faut se soucier de ces problématiques, mais l'objectif, c'est qu'il y a aussi des tas de personnes qui sont en train de mourir à cause de la pollution atmosphérique. Enfin, il y a quand même un enjeu de santé publique qui est quand même très important. Et si l'Union européenne a décidé de mettre en place ces ZFE, c'est qu'il y a un intérêt. Enfin, je veux dire, c'est pas ils savent bien que ça va casser les pieds à plein de gens et que ça va être compliqué, que les communes elles vont devoir changer leur véhicule, etc. Mais à un moment, est-ce qu'il ne faut pas parce qu'on est tout le temps en train de différer les décisions qui peuvent heurter la population, mais à un moment, il faut quand même un petit peu avancer dans ce genre de dossier, me semble-t-il. Après, il faudra peut-être qu'on nous mette un peu plus de moyens de bus ou des transports en commun, hein, parce que là aussi, c'est le problème. Hein. C'est ce qui manque dans la commune. Oui, on en fera c'est ça. Oui. Tu voulais intervenir aussi? Oui. Oui, vas-y. Moi, je rejoins l'avis, les avis qui ont été donnés. Moi, l'usine à gaz, c'est le bon terme, surtout sur les dérogations, parce que là, très clairement, déjà, qui va contrôler? Est-ce qu'il va y avoir des autorités qui vont contrôler? Si personne ne contrôle, en fait, on aura beau acter la règle, personne ne va l'appliquer. Et même pour les usagers, là déjà nous on a du mal à comprendre le fonctionnement des dérogations. Presque ça. Moi peut-être qu'il faudrait, il y a la vignette critère qui est quelque chose de visuel. Peut-être qu'il faudrait rajouter une vignette dérogation mail pour que ça soit déjà qu'on puisse vérifier que les véhicules sont autorisés à rouler. Mais après, sur le seuil des 8000 km, etc., c'est vrai que c'est déjà, tant qu'on n'aura pas fini l'année, on ne pourra pas dire voilà, je suis inférieur ou supérieur à 8000 km. Et je suis d'accord, c'est vrai que c'est un enjeu très important d'un point de vue sanitaire. Il faudrait peut-être aussi avoir des actions plus fortes pour inciter à la mobilité douce et faire en sorte que les gens qui sont dans ces difficultés, donc qui sont concernés par les dérogations, puissent avoir une offre de service. Et donc, alors le vélo, c'est pas adapté pour tout le monde. On parlait des personnes âgées. Les transports en commun, on est concerné par les difficultés. Donc oui, c'est important de réduire le flux automobile, mais à côté et en face, il faut pouvoir offrir une vraie offre qui permettra à tout le monde de pouvoir circuler librement. Oui, moi je partage l'avis à peu près de tout le monde sur le fait qu'il faut à tout prix développer la mobilité douce. C'est qu'après la ZFE, c'est pour le territoire national, c'est donc sachant que notre pays, il y a quasiment énormément de champs, etc. Pour moi, les ZFE, c'est exclusivement punitif et juste pour donner une bonne conscience aux gens, c'est clair. On est d'accord sur le fait qu'on ne peut pas contrôler les voitures, sur les batteries. Comment? Regarde en Belgique, en Belgique, t'as pas la vignette pour un Gand ou je sais pas trop. Ils sont en train de revenir dessus quand même, mais avec la lecture de plaque, c'est bon. À ce niveau-là, je suis d'accord. Et ça a diminué
diminuer sensiblement la pollution dans ce secteur. Hein. Mais du coup, à ces niveaux-là, pour moi, bon, c'est purement punitif et l'utilité, on verra. Même si en Belgique, je suis d'accord, hein, il y a eu des effets positifs. Bon, pour moi, c'est plus ça s'emmerde plus les Français qu'autre chose. Bon, ça ressemblera à un autre débat. Le vrai sujet, je pense, c'est pas forcément les ZFE. Bon, on parle tout à l'heure de la pollution des voitures, mais on pourrait parler des paquebots sur Marseille. Et ça, je pense, c'est un vrai sujet à attaquer. C'est pas les Français qui roulent avec une vieille R5 qui font merder. Enfin, c'est encore un avis personnel. Et le vrai sujet, c'est pour aller de Houplan-Coine à Lille en vélo, ça reste toujours hyper dangereux. Alors je pense que la MEL, encore une fois, au lieu de regarder les vrais sujets qui pourraient intéresser les Français, et notamment nos habitants, c'est développer la mobilité douce, comme M. le Prince le disait, c'est accompagner, aider, et on pourrait parler aussi du débat des voitures électriques, on peut avoir plein de débats sur l'écologie, sur l'automobile, etc. Mais je pense qu'il y a des sujets bien plus urgents. Et pour lutter contre la pollution, je pense que vraiment, les paquebots, les bateaux de croisière, voilà, ça c'est un vrai sujet, ça touche le monde entier, et moi on fait quelque chose d'efficace sans merder les Français. Ça ne touche pas la métropole lilloise, les paquebots. On dit que c'est un sujet national, on dit que c'est national. Et donc je rebondis sur la métropole, sur ce que M. le Président disait, développement des mobilités douces. Oui, on est d'accord. On a eu une réunion pour le PPI, Hervé, justement sur les bicyclettes. Parce qu'on est depuis le début du mandat, on demande, on participe à tous les ateliers. Et effectivement, on passe le rien. Pour la fin du mandat, on n'aura pas, franchement, des bicyclettes. Par contre, on aura des études à partir de peut-être de cette année, mais certainement l'année prochaine. Des débuts d'études, parce qu'il y aura des besoins de terrain pour avoir suffisamment d'argent sur les voies. On a envoyé un courrier on a envoyé un courrier il y a 1 an pour demander que la ligne 58 qui s'arrête au Marais à Antoine traverse la ville pour aller à la gare de Sens, pour aller à la gare de Seclin. Bon, pour le moment on a une réponse vraiment favorable, on va la relancer, mais c'est de longue haleine, trop longue haleine, ça c'est clair. Le vrai sujet, il est là en fait. C'est pas forcément les ZFE, c'est pour que les gens arrêtent de prendre leur voiture, il faut leur donner des moyens alternatifs. Je pense que le vrai sujet, il est là. Plus que de leur dire, on va taxer vos voitures. Monsieur Boquillon, vous voulez prendre la parole? Allez-y. Alors moi je suis bien d'accord, il faut réduire les gaz à effet de serre, tout ça pour la pollution, je suis tout à fait d'accord, mais il faudrait aussi penser à ceux qui travaillent en dehors de la métropole. C'est mon cas par exemple, moi je travaille en dehors de la métropole, je travaille sur Bailleul. Il est très difficile pour moi de prendre le train pour aller travailler à Bailleul. Sachant les horaires qu'on a, il n'y a pas forcément des trains tout le temps. Donc c'est très très compliqué. C'est pas la même ligne déjà. Voilà. Donc avant de faire tout ça, donc c'est bien bon, moi je suis d'accord, pour réduire les gaz à effet de serre, limiter la pollution de l'automobile, je suis tout à fait d'accord, mais je crois aussi qu'il faudrait réfléchir à multiplier les lignes de chemin de fer et le passage de chemin de fer, de train. Ça, c'est à l'étude aussi où ça se développe avec la région, puisque c'est la région aussi qui gère tout ce qui est ferroviaire. Donc c'est compliqué, mais c'est en train de se développer. Il y a des choses qui vont se mettre en place dans les 2 ans à venir, mais c'est pas encore insuffisant. La semaine dernière, Mme Mazurel et moi-même, nous étions sur une réunion à l'ICA, et on parlait justement de ces problèmes. Il parlait beaucoup de mobilité douce. Et oui, on s'est même dit, elle est où la mobilité douce? Pas sur notre côté, pas de notre côté. Bon. Et puis parler des trains, que c'était compliqué parce que les trains sont souvent bondés, ils ne sont pas toujours à l'heure. Donc quand on va travailler, il y a des horaires. Il y a encore beaucoup à faire, beaucoup à faire. Alors, il y a plus de SMI sur l'autoroute A1 qui traverse la métropole. Ouais. Non, c'est pour ça qu'il y aura certainement les contrôles, c'est ce qu'on s'est dit. Enfin, moi, je dis qu'ils vont mettre des barrières, ils vont mettre des agents à chaque entrée de. Oui, mais des histoires de 8000 km. Tu vois, mais il y a d'autres choses, on peut pas, c'est pas les lecteurs. C'est par les assurances, parce qu'il y a déjà des assurances qui. Déclaratif, comment? Ouais, et je sais pas si quelqu'un a abordé le sujet aussi, un peu de pouvoir d'achat, c'est que, comme dit M. Boquillon, il y a des personnes qui ne travaillent pas dans la MEL, donc ils passent par la MEL pour se rendre sur leur lieu de travail,
Donc on va leur dire, bah écoutez, vous êtes bien mignons, mais vous gagnez le SMIC, vous gagnez 2 000 € par mois, changez de voiture, passez à l'électrique, vous verrez, c'est plus écologique. Voilà, la ZFE, c'est une mascarade, c'est juste une mascarade. C'est aussi au niveau national. Hein. Voilà. Donc, bon, voilà, on est obligé de le mettre en place. Et l'AMEL est depuis déjà un certain temps dans les échanges quand on est en région. Parce qu'il faut en fait, à l'AMEL, c'est que c'est même au niveau national, c'est une véritable mascarade à tous les niveaux. Je vais passer la parole à Madame Allossery. Bonsoir, moi je voulais rejoindre un petit peu la position de Patrick et Lionel. Je suis d'accord, la ZFE, telle que présentée avec toutes ces dérogations, ça risque d'être mal mise en place, mais pour autant, je pense que c'est nécessaire de mettre une ZFE pour faire bouger un peu les lignes, parce que c'est vrai, comme Patrick disait, il y a quand même un problème de santé publique, et tout le monde est touché par la maladie. Enfin, je veux dire, l'air pollué, tout le monde le respire, qu'on soit pauvre, qu'on soit riche, qu'on soit de n'importe où. Et donc ça, c'est quand même une responsabilité de faire quelque chose dans ce sujet-là. Alors forcément, tout n'est pas parfait, et on est d'accord qu'avec toutes ces dérogations, ça risque de poser problème. Mais moi, je suis quand même favorable à cette instauration d'une ZFE. Voilà. J'ai vu dernièrement qu'un journaliste de Voix du Nord a commencé à faire un sondage sur la consultation qui a lieu actuellement, et les automobilistes lillois sont majoritairement contre justement la section 2. Ils refusent. Et à la fin, il faudra en tenir compte. C'est un problème. Bien. Moi, je vous invite vraiment à aller sur la concertation réglementaire jusqu'au 21 juillet 2024 et mettre vos avis et vos remarques. Je pense que c'est nécessaire de le faire. Oui. Tout à l'heure, M. Beaupion à M. Dutoit a fait une observation qui me fait une question que je me pose depuis plus de 10 ans. Quand j'étais maire à la communauté urbaine, ça s'appelait comme ça, ils ont mis en place le Vélil. Et j'ai demandé quand est-ce qu'au plan Bonne on aurait des Vélil. Et je les ai jamais vu arriver. Donc c'est un argument à mettre en disant pourquoi nous on a des petites communes, pourquoi il n'y en a pas. Il y a un moment où on pouvait avoir les trottinettes, hein, c'était l'eau électrique. Le problème, c'est que les trottinettes au plan quad, c'est pour avoir des places funéraires toutes les semaines. Sur le principe, il y a quelque chose qui me chiffonne. Là, vous nous demandez de délibérer ou de débattre. Mais ensuite, vous demandez à la population de s'exprimer sur le site internet d'ici le mois de juillet. On va délibérer pour que la discussion avec les gens, on ne peut pas délibérer à l'été, au mois de septembre. C'est pour le conseil municipal qui soit favorable ou pas défavorable à ce scénario 2 qu'on vient d'exprimer, et avec les dérogations qui sont jointes. Mais si on a des choses à apporter... C'est un avis qu'on demande. Il n'y a rien qui empêche d'ajouter par rapport à l'avis qu'on est d'accord, mais qu'on demande et transparent. Justement, la concertation est faite pour ça. Voilà, c'est ça. Et de rajouter dedans des remarques dans cet avis. Comment? Si c'est comme l'aéroport. Ça fait son chemin. Ça fait son chemin. Un bon chemin. On avance. Bien. Eh bien, écoutez, je vais le mettre quand même au voix. Donc, sur ce scénario 2, tout en mettant les remarques qui ont été apportées ce soir. Hein? Comment? Bon, alors, donc, contre. 3, 4. 3, 4, 5. On pourra noter les noms. Oui. Après, c'est contre. Non. Contre. 3. 1, 2, 3. Monsieur Valentin. Question, c'est ça? Oui. 5, on est d'accord? 5 contre. Moi j'ai 5. 6. C'est bon? Abstention. Oui, donc ça c'est bon pour le côté. Donc abstention. Bon.
C'est ça? 4 abstentions? 4. Patrick, non? T'as pas levé la main? Non, D'accord. Et donc, Pour, normalement, le reste. Hein. 14. Voilà. Bien. Donc on va passer à la délibération suivante qui est un peu plus fun, et qui est un peu moins polluante. Donc c'est l'attribution d'une subvention pour la promotion du cyclisme. Donc j'en parlais en communication, c'est par rapport à nos forçats de la route qui vont faire le Tour de France 1924 versus 2024. Ils ont comme support une association qui s'appelle Camille Canan Catala, située dans les Pyrénées-Orientales. Et donc, on a décidé, quand on a reçu le book des forçats de la route, de leur donner un petit coup de main financier dans leur budget. Hein. Moi, à votre disposition, j'ai le book qu'ils ont fait avec leur budget. Ils se présentent tous. Sachant qu'il y a un coureur sur les 3 coureurs, il y a un habitant de la commune. Hein. C'est pas innocent que l'étape s'arrête à Blancoine. Et donc dans ce cadre-là, je propose de donner une subvention exceptionnelle à cette association qui rétribuera pour les forçats de la route de 150 €. Vous avez des questions? Moi, je vais dire que je ne suis pas d'accord parce que, comme il n'y a pas de dépôt de gerbe au monument mort le 14 juillet, donc on ne peut pas être d'accord. Et d'un autre côté, la fois dernière, j'avais parlé de revoir la subvention à l'association Hirondelle. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Donc, pour ma part, je vote contre. Voilà, c'est tout. C'est pas grave, hein, mais je vous avais répondu pour les rondelles. Hein. Ouais, c'est pas grave. Donc, Bien, donc y a-t-il d'autres remarques? Non, je mets au vote. Donc contre, Monsieur Foucard, abstention. Oui, mais il l'a dit, oui. Bon, abstention. Jean et Baronda. Donc, pour les autres. Je vous remercie. Donc la délibération suivante, ça concerne une attribution pour l'association, pour l'école de danse. Donc en fait, cette année, avant c'était Madame Bradfer qui faisait les costumes pour l'école de danse. Elle a souhaité arrêter. Donc aujourd'hui, par le biais d'une association que connaît notre professeur de danse, on a emprunté des costumes qui nous sont prêtés et donc forcément il y a une rétribution pour ces costumes qui ont permis de faire d'ailleurs hier un très beau spectacle pour les gens présents. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des questions sur cette délibération. Oui. Moi j'ai une question sur la délibération. Il n'y a pas de délibération sur l'école de danse à la rentrée, c'est normal, elle existe tout le temps. Oui, ça voilà. Il n'y a rien qui change. Bon, on avait préparé une délib, mais bon, comme c'est la même chose. La seule chose c'était de voir le règlement, mais il n'y a rien qui a changé, donc pas de délib. Je le mets au vote. Qui est contre? Comment? Le montant 180 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, la délibération suivante, c'est pour Monsieur Deblos. Ça concerne la délégation du conseil municipal avec la modification. Oui, donc il s'agit là de modifier une délibération en date du 5 décembre 2022 et qui porte sur les délégations de compétences accordées au maire. Et plus particulièrement le point numéro 20. Il y a, je ne sais plus, 22 points exactement, et le point numéro 20 concerne les lignes de trésorerie. Alors peut-être me direz-vous qu'est-ce qu'une ligne de trésorerie et pourquoi d'augmenter le montant. Donc une ligne de trésorerie, c'est un montant qu'on négocie avec une banque
afin de gérer les besoins de trésorerie à court terme, moyennant un paiement d'intérêt évidemment. En fait, ça finance le décalage temporaire entre le paiement des dépenses et l'encaissement des recettes. Alors pourquoi augmenter ce montant? Ça concerne le groupe scolaire. Actuellement, le montant qui était disponible était de 150 000 euros. Et ce montant va se révéler insuffisant pour terminer, compléter le financement du groupe scolaire. Donc le groupe scolaire reste équilibré, son financement. En revanche, entre le moment où on va payer les factures, et on va devoir payer le solde des factures à la fin de l'année, puisque vous n'êtes pas sans ignorer que le chantier se termine et que l'école devrait ouvrir, la nouvelle école, très prochainement. Seulement, quand on va payer les factures, on n'aura pas encaissé toutes les recettes qui vont en face. Alors, ces recettes, ce sont des subventions. On perçoit des avances sur les subventions, mais le solde, on les a après, va représenter les factures. Et puis également la TVA, puisque vous savez que pour la TVA, on les récupère avec un décalage de 2 ans. Donc ce montant de 800 000 euros, ça ne veut pas dire qu'on va l'utiliser, mais au moins c'est un montant qui nous paraît raisonnable pour pouvoir avoir de la souplesse pour gérer cette période dont je viens de parler. Alors, donc comme je vous l'ai dit, il y a des intérêts, et pour l'instant, rien n'est fait, puisque de toute façon, on ne peut rien faire sans votre accord, mais les intérêts, les intérêts, en fait, ils sont liés à des taux, des taux d'intérêt qui sont basés sur des choses comme l'Ester ou le Euribor. Donc pour l'instant, on ne connaît pas les montants, ils sont un peu inférieurs à 4% en ce moment. Donc évidemment, ces échéances, même si on les connaît, je vous parlais des factures, on sait que ça va intervenir à peu près la fin de l'année, les recettes un petit peu moins. Donc cette période qu'il va falloir gérer avec ce montant de trésorerie. Alors le but, c'est d'en utiliser le moins possible, évidemment, et si on l'utilise, c'est également de les rembourser le plus rapidement possible. Exemple, je dis un exemple complètement au hasard, mais si on a un montant de 500 000 euros à payer et qu'un mois plus tard, donc on sollicite la trésorerie et qu'un mois plus tard, on a une recette, une subvention du même montant, on rembourse tout de suite. L'intérêt, c'est de bien gérer de sorte à avoir le moins d'intérêt possible à payer. Voilà. Avez-vous des remarques, des questions? Oui, M. Bouquillon. Moi, j'ai une remarque. C'est la délibération, je vais la voter parce qu'on ne va pas laisser l'école ne pas se terminer, maintenant qu'elle est presque terminée. Par contre, j'ai quelque chose que j'avais déjà dit depuis très longtemps. On aurait peut-être dû prendre en compte la TVA, quand je vous l'ai dit plusieurs fois, qu'à un moment ou à un autre, il faudrait payer la TVA. Et aujourd'hui, voilà. Effectivement, monsieur, oui, mais je n'en disconviens pas, vous aviez, mais il n'a jamais été dans notre esprit, il n'y a jamais été question de ne pas payer cette TVA. Oui, je sais très bien. On savait qu'on allait devoir le payer. Simplement, avec ce décalage, emprunter plus, ça aurait eu un coût, je pense, plus important. Et la gestion de trésorerie, c'est justement fait pour ça, pour gérer des décalages dont je vous ai parlé précédemment. Oui, mais bien entendu... Voilà, dans un sens, ça aurait pu être plus clair quand je voulais poser plusieurs fois la question. Il me semble qu'on avait abordé déjà ce sujet et qu'on vous avait répondu, dites-moi si je me trompe, qu'on fera appel à une ligne de trésorerie. Voilà, mais bon, c'est ce que je voulais dire parce que je vous l'avais dit plusieurs fois. Tout à fait. Au sein des différents conseils municipaux. Mais je voterai parce que je ne peux pas considérer que de toute façon, elle n'est pratiquement finie. D'accord.
Bon, ben là le méchant. Monsieur Deblot, je reviens à ce que vous avez dit en début de réunion. La semaine dernière, j'ai pourtant été sympathique à mon sens. Je vous ai suggéré de voir le percepteur pour savoir si lui faisait pas une ligne de trésorerie. Je vous ai suggéré d'aller demander à la mail de verser la DSC d'un seul coup. Est-ce que vous l'avez fait ou pas? Pas encore, monsieur Fouquet. D'un autre côté, je crois que c'était j'ai revenu mes notes. Au mois de janvier 2023, le montant total de l'école était de 6 128 000 € de TTC. Oui. Un an se sont passés. Il paraît que l'énergie, tout a augmenté et compagnie, donc ce serait intéressant de savoir à combien le coût est actualisé un an après, premièrement. Deuxièmement, je me souviens quand j'étais dans le fonds de l'assistance et que mes deux représentants, comme l'a dit Sébastien, vous alertaient, vous êtes sûr que financièrement vous allez y arriver. Un jour, vous avez dit à Sébastien, on partage vos inquiétudes. Bon. Donc apparemment, vu ce qu'on entend aujourd'hui, si, ne vous inquiétez pas, je me souviens de beaucoup de choses. Et donc, dans le texte de l'époque. Peut-être que on avait raison et que vous auriez peut-être dû nous écouter. Mais bon, là, peut-être que j'ai pas bien entendu la semaine dernière, moi j'ai entendu des taux à 7 €. Ah, 7%, pardon. Ah non, pas du tout. Alors, peut-être que j'ai mal entendu. Non, les taux, que ce soit l'Ester ou le Ribon, actuellement, ils sont légèrement inférieurs à 4%. D'accord. Donc, moi, ce que je souhaiterais... Bien entendu, ça ne présage pas de ce qu'ils seront quand on aura besoin dans 2 mois, 3 mois, en sachant que, a priori, les taux des banques centrales ont tendance à baisser, même s'ils baissent moins que ce qui était espéré. Bon, moi, vous savez que ce que je vous l'ai écrit, ce que je vous reproche, entre autres, c'est que le conseil municipal, vous avez délibéré pour des emprunts et qu'on n'a pas eu le tableau d'amortissement de savoir combien ça allait coûter en plus par an. Donc là, vous demandez une ligne de trésorerie avec... Ça figure dans les documents budgétaires, monsieur Fouquet. Certes, vous ne les avez pas... Quand on contracte un emprunt, on aime bien savoir combien ça va coûter de plus par remboursé par mois, par an. Donc là, moi, ce que je souhaiterais, c'est que... Alors, je ne sais pas si vous allez prendre une ligne de trésorerie unique ou une partie par là et compagnie, mais à chaque fois, rappelez-vous que chaque conseil municipal a le droit d'être informé. Je souhaiterais qu'à chaque fois que vous tirerez libre 1 €, mais une somme, vous nous disiez à qui, combien et combien les taux d'intérêt. J'allais dire, monsieur Boucard, vous avez raison. Il est tout à fait légitime que le conseil municipal soit informé à chaque fois qu'on utilisera cette ligne de trésorerie, et je m'engage à ce que ce soit le cas. Et donc, pour conclure, je dirais, vu ce que j'ai tout entendu depuis 3 ans, pour ma part, je ne prendrai pas part au vote de cette délibération. Je ne vais pas ne pas la voter, je ne vais pas la voter contre, parce qu'effectivement, ce serait peut-être mettre la commune financièrement en péril. Et vous me permettrez de dire que moi, je ne participe pas à ça. Je voudrais préciser, si je vous ai bien compris toutefois, monsieur Foucard, mais il me semblait dire que je suis inquiet sur le financement de l'école. Pas du tout. Alors, je comprends bien que pour vous, l'augmentation des emprunts, ce soit quelque chose d'important, et ça l'est pour nous aussi. Mais comme je vous l'ai déjà expliqué, déjà ça finance un investissement. Donc un investissement, c'est pour l'avenir de la commune. Je ne propose pas qu'on puisse contester qu'avoir une nouvelle école qui remplace une très ancienne qui était très relativement délabrée et pas agréable à utiliser, remplacée par une école toute nouvelle avec des normes actuelles. En termes d'économie d'énergie, ça génère aussi des économies de fonctionnement pour le futur. Donc je vous le répète, moi de m'endetter pour des choses comme ça ne me pose pas de problème. D'autant plus qu'on a trouvé des partenaires pour financer ces emprunts, ce qui m'embêterait si on n'était pas en capacité de les rembourser. Ce n'est absolument pas le cas pour l'instant. Il suffit de regarder le budget, les chiffres y figurent. Excusez-moi de vous répondre. Donc c'est à la fin au conseil municipal du 5 décembre 2022,
Donc, c'était pour les emprunts. Donc, Sébastien et Michel vous ont dit, vous parlez hors taxe, donc 5 millions, ça fait 1 million de TVA, donc c'est un total de 6 millions. Tout à fait. Ensuite, vous êtes bien sûr qu'avec l'Ukraine, l'évolution des prix des matériaux, de l'énergie et compagnie, vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de surprise. Nous émettons des doutes sur le financement des phases 2 et 3, parce qu'il y a des phases 2 et 3. Et à la fin de tout ça, j'ai mes notes, j'étais là, donc M. Deblos conclut ce débat en disant: M. Boquillon partage vos inquiétudes. Non, en même temps, oui, c'est d'accord. Je pense que mes inquiétudes, elles portaient sur la situation, le début de la crise ukrainienne, avec l'inflation galopante, qu'on a subie d'ailleurs un petit peu, mais on a quand même échappé au pire. Et les emprunts qu'on a fait, on les a fait au bon moment, je pense, parce qu'ils avaient déjà commencé un petit peu à augmenter. Mais si on avait attendu encore, on aurait eu des emprunts beaucoup moins favorables au niveau des taux. Je voulais simplement dire, M. Foucard, que vous ne devez pas vous inquiéter concernant les finances de la commune, car si on a fait un endettement conséquent, sachez que la capacité de le rembourser en 2,3 ans signe quand même très bonne gestion. Oui. C'est la cave brute. C'est un ratio. Vous seriez capable de rembourser 2,8 millions en 2 ans? C'est la capacité de pouvoir rembourser une dette. En moyenne, c'est 4 ans pour les communes. C'est-à-dire la cave brute, pendant 4 ans, au-dessus de 4 ans, c'est qu'on a beaucoup moins de moyens de rembourser. Et là, en 2 ans, si on fait par exemple 700 000 euros de cave brute ou 800 000 euros, ça veut dire que si on continue à faire ça, en 2,3 ans, on a la capacité de rembourser notre dette. Vous vérifierez. On va... Oui, non, je crois que Philippe, non. Bien, je vais le mettre au vote. Qui est contre? Donc, qui s'abstient? Oui, ça c'est un petit... Bon, et donc qui vote pour, donc voilà. Parfait, je vous remercie. Donc, on va prendre la délibération. La délibération suivante, ça concerne le groupement de commandes relatif à la restauration et la religio des actes administratifs. Donc, c'est une convention que l'on est tenu de prendre pour l'obligation pour les collectivités et les établissements publics de faire relier les délibérations du conseil municipal et des arrêtés et décisions du maire. Donc, ces reliures répondent à certaines exigences techniques qui ont été précisées dans la circulaire interministérielle du 14 décembre 2010. Donc, on a cette obligation qui s'applique également au registre d'état civil et aussi sur certains documents au niveau des archives d'un point de vue historique, pour relier tout cela. Donc voilà, c'est un groupement de commandes, un peu comme les assurances, pour lequel il vous est demandé votre accord. Oui. Je peux revenir 30 secondes sur la délibération sur le ZFE. Je comprends que c'est une délibération qui a été envoyée en modèle par la MEL, sauf que la MEL, elle ne peut pas décider de tout, et il y a encore des conseils municipaux. Donc, dans le corps de la délibération, quand il est marqué, vu la délibération numéro 22C, machin, vu l'arrêté 24, tout ça, ce sont des décisions, des arrêtés, des délibérations de la MEL. Donc, ce serait peut-être bien que vous précisez que c'est des décisions de la MEL et pas de la commune et du conseil municipal. Parce qu'on a un peu tendance à décider, qu'on décide pour eux. Ils décident pour nous. Et pour cette délibération des assurances, je ne sais pas d'où elle vient, mais le code des marchés publics, ça n'existe plus. Là. Ça s'appelle le code de la commande publique maintenant. Je vous remercie. Chanteur par la DGL. Bien. Donc je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.
Je vais maintenant passer la parole à Madame Alosri. Non, j'ai oublié. Ah, c'est Hervé. Ouais, nous avons prévu de taxer, je vais dire, l'occupation du domaine public pour divers travaux qui se passeront dans la commune. Notamment, ce sont des redevances. Ces redevances sont quasiment dans toutes les communes. Les entreprises ainsi que les privés, enfin les gens sont au courant de toutes ces choses-là. C'est-à-dire que pour une benne, une nacelle, une grue, une pompe ou une toupie à béton, c'est des choses qui sont une journée, voire 2 journées. On a prévu de faire payer par unité et par jour 9 €. Voilà, c'est-à-dire que bon, une benne qui sera posée 3 jours, ça coûtera 27 €. Les exemples sont mis dans la délibération. Ensuite, il y a les échafaudages. Alors, c'est hors travaux publics ou d'intérêt général. Ça, il faut bien le savoir. C'est-à-dire que ce sont les échafaudages qui sont mis pour des travaux chez les privés ou autres. Alors ça, on a prévu de faire payer par mètre carré d'emprise au sol et par jour 1 €. Voilà. C'est-à-dire qu'un échafaudage de 10 mètres carrés, c'est généralement entre 10 et 12 mètres carrés, ça sera 7 jours, donc qui restera 7 jours, par exemple, ça coûtera 70 €. Et ensuite, il y a l'emprise de chantier clôturé ou de base vie. Alors ça, c'est quelque chose, comme je l'ai dit précédemment, là, qui existe un peu partout, mais c'est pour empêcher d'avoir un peu des entreprises qui s'installent et qui s'étalent trop. On a eu le cas il n'y a pas très longtemps, quand on a eu une lauréate, par exemple, qui est intervenue dans la région Jaurès, oui, je dis bien dans la région Jaurès. Au départ, c'était cadré sur un certain nombre de places sur la place Serrurier, et puis petit à petit, ils arrivaient quasiment à la rue avec leur dépôt de matériaux et autres. Donc ça, on va faire payer par mètre carré et par mois. C'est-à-dire que, mais 2 €. C'est-à-dire que 40 mètres carrés un mois, ça coûtera 80 €. Voilà. Et les redevances pour un site feront l'objet de l'émission d'un titre de recette dès que le droit atteint la somme de 15 €. C'est-à-dire qu'au-delà de 15 €, il y aura un titre d'émis, mais pour moi, il n'y en aura pas. Voilà. Donc c'est simplement un rattrapage, ça peut être fait depuis déjà très longtemps, on ne l'a pas fait. C'est pour éviter... On le voit, je ne citerai pas d'endroit ni autre, mais on le voit, parfois il y a des bennes qui sont posées le jeudi et ils sont repris le mercredi qui suit. Pendant 2 jours, il n'y a rien qui va dedans et pendant 2 jours après, elle est pleine et elle attend. C'est pas très logique et ça, bon voilà, c'est un peu pour faire bouger ces choses-là. C'est pas pour aider les gens, les entreprises sont au courant, normalement c'est même... Si je ne me trompe pas, quand je travaillais avec les entreprises, c'est compris dans leur prix de vente de matériaux et dans leur prix de location de matériel. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes d'accord? Qui est pour? Moi j'avais une question à poser. S'il y a des questions, vas-y, ouais. Par rapport aux étudiants à béton. Ouais. Tu vois, il y a quelqu'un qui. On ne va pas demander un arrêté pour dire qu'il y a quelqu'un qui va venir mettre du béton chez vous et puis ils vont pas rester toute la journée. Qui reste en stand-by. C'est tout ce qui reste en stand-by. Par exemple, je vais prendre un exemple qui est une pompe à béton. Une pompe à béton, ça peut rester une journée. Ouais. Tout à fait. Et donc ça, c'est 9 €. Il faut €. à la mairie, il faut lui demander une autorisation. Bien évidemment, à partir du moment qu'on est en stand-by sur la voie publique, on est obligé de demander une autorisation. Et on est obligé, nous, mairie, de faire un arrêté. C'était pas comme ça de ton temps? Mais toi. Ouais, c'est vrai aussi. Pas grand-chose, mais entre le tableau avec la désignation, avec tout ce qu'on vient de dire, tout ce que vous venez de dire, et le stationnement de véhicules pour déménagement ou aménagement, on ne pourrait pas le descendre pour que ce soit plus clair pour les... Le descendre, c'est dans la présentation, on a des... Non, mais c'est juste pour les personnes. Notre espace, oui, mais c'est pas dans le tableau. Donc, ce qui est rémunérable, c'est ce qui est dans le tableau. Ouais, bon, on peut le faire, oui. Voilà.
Voilà, donc, qui est Il y a contre? encore des questions? Est-ce qu'il y a encore des questions? Monsieur Duplier, je vais le mettre au vote. Monsieur Oui. Duplier. Bien, je vais le mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc cette fois, c'est bon, c'est pour Madame Anosri. Donc la délibération suivante concerne la convention triennale pour la tarification sociale des cantines scolaires. Donc il y a 3 ans, nous avions décidé de signer une convention avec l'État qui nous donnait une aide pour qu'on puisse proposer un tarif à 1 €, le tarif de repas en cantine, aux parents dont le quotient familial était inférieur à 1500. C'était nous qui avions fixé ce seuil de 1500. Donc cette convention arrive à échéance à la fin de l'année scolaire et donc nous avons décidé de la renouveler. Mais entre-temps, l'État a changé les conditions d'application et donc maintenant ce n'est plus 1500 € de quotient familial qu'il faut présenter, c'est un quotient familial inférieur à 1000 €. Donc j'en profite aussi pour présenter la suivante délibération, inférieure à 1000, pardon. La délibération suivante, du coup, nous avons dû aussi modifier la grille des tarifs de cantine et faire apparaître cette nouvelle tranche de 1000 qui n'existait pas dans l'ancienne tarification. Donc, je ne sais pas si vous avez des interventions. Moi, j'en ai une sur chaque délibération. Enfin, c'est dans la convention. D'abord, je suis étonné que la convention, ça ne vienne pas du ministère de l'Éducation nationale. Donc, ça vient du ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités. Bon, bref, je prends note. La convention, il est marqué dans un endroit que la convention peut être dénoncée avant son terme, soit par accord écrit entre les parties, soit par l'une des parties. Donc, ça veut dire que l'État, le jour où il a décidé qu'il n'y avait plus rien, on n'a rien à dire, on a un mot pour se remuer. C'était déjà le cas dans la précédente convention. Non, mais j'espère que, logiquement, dans quelques semaines, il y aura peut-être un changement de gouvernement. Donc j'espère qu'ils vont pas revenir dessus. Bon, bref. La deuxième chose, donc justement, par rapport à la délibération suivante, et dans un esprit constructif, monsieur Leblos, moi, si j'ai eu la délibération, je suis parent d'élève, je trouve qu'on augmente mon tarif. Et donc, je vais gueuler à la mairie. Et donc, je pense qu'il faudrait bien clairement faire comprendre que si on a augmenté le tarif, c'est à cause de l'État. Parce que sinon, c'est la mairie qui va... Oui, on peut le voir dans l'autre sens, c'est que pendant 3 ans, ceux qui avaient un quotient inférieur à 1500 ont bénéficié du tarif à 1 €. Ouais, mais là, maintenant, ils vont avoir le tarif classique, on va dire. Oui, mais Ils si ont on une- n'arrive pas, ils vont dire que c'est... Oui, bien sûr. Bon, moi, je dis ça pour vous, hein. Alors, je mets au vote la délibération 12, donc concernant 13, l'approbation des tarifs pour l'occupation du domaine public. Je ne suis plus. L'approbation de la convention triennale. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et donc, la 14. Qui concerne les tarifs scolaires, la modification. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et la dernière, c'est... Donc la dernière délibération qui concerne le versement d'une subvention pour la classe de découverte année scolaire 2023-2024. Donc les élèves de classe de CM2 de la future école Simone Veil sont partis en classe de découverte à Paris cette année et donc nous versons un montant de 80 € par enfant à la caisse de l'école. Y a-t-il des interventions? Quand on m'a raconté. J'ai eu connaissance d'un compte rendu de conseil d'école où il était marqué qu'effectivement les gosses ils allaient partir en classe de découverte. Je me suis dit, c'est bizarre, je n'ai pas de souvenir qu'on ait délibéré
Donc j'ai retrouvé une commission du mois de janvier où effectivement était évoquée cette possibilité. On aurait peut-être pu voter la délibération au mois de mars parce que peut-être les enseignants. Tout à fait, c'est un oubli, donc on rectifie. Et dans le même ordre, j'ai vu que au conseil d'école, ils avaient parlé des rythmes scolaires. Le conseil municipal, il doit pas. Il y a que les conseils d'école qui décident eux-mêmes, le conseil municipal, il n'a plus rien à dire. Qu'on renouvelle les rythmes scolaires, c'est quoi les rythmes scolaires? Non, c'est les horaires scolaires, mais ça c'est un accord avec l'inspection académique. C'est définitif. C'est pas les rythmes scolaires. Et il n'y a plus de délibération non plus concernant les fournitures scolaires, les dotations scolaires. C'est voté dans le budget. Mais le montant. Le montant n'a pas changé et ça, vous l'avez voté dans le budget. Et dernière petite chose, toujours dans les décisions prises par la maire, j'ai vu fixation des tarifs du centre ado. Comme l'année dernière, vous pourrez nous l'envoyer. Oui, tout à fait. J'ai pas de gosse, mais ça peut toujours. Oui. C'est plus d'intervention, donc je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Bien, l'ordre du jour est terminé. On va passer aux questions. Donc, nous avons une question. Une seule question pour le village uni et responsable. Question. Cérémonie de la citoyenneté. Existe-t-il dans notre commune une cérémonie de la citoyenneté au cours de laquelle sont remises les cartes d'électeurs aux jeunes ayant atteint 18 ans? Sinon, ne serait-il pas judicieux, en ces temps troublés, d'en organiser une à l'avenir? Donc je vais me charger de la réponse. Il n'existe pas ce genre de cérémonie dans notre commune, serait-il judicieux d'en faire? Oui, peut-être. Sachez que nous n'avons pas attendu votre question pour réfléchir à la mise en place de la mise des cartes aux jeunes électeurs. C'est pourquoi il est prévu lors de prochaines élections de procéder à cette remise officielle. Nous en discuterons lors d'une commission. Mais je ne pense pas qu'il faille attendre que les temps que vous qualifiez de troubles en soient le détonateur. Le devoir de s'exprimer démocratiquement doit être notre seule boussole, et plus particulièrement pour les primo-votants. Un autre devoir, et vous me tendez la perche, M. Foucard, est qu'un élu, quel que soit son rang, est tenu de participer à l'organisation des bureaux de vote. Je vous cite un article du Code des collectivités. Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an. L'article L de 21-21-5 du CGCT. Monsieur le conseiller municipal Foucard, pour les élections européennes, un mail joint d'un courrier de Madame la maire vous a été envoyé afin d'avoir votre disponibilité pour organiser les bureaux de vote. Vous êtes le seul parmi nous, autour de la table, j'inclus les absents, à ne pas y avoir répondu. Et je remercie au message tous celles et ceux ayant eu l'amabilité d'y répondre et de participer à ce moment démocratique. Monsieur le conseiller municipal Foucard, un autre mail, pour cette fois-ci les élections législatives, n'a à ce jour pas trouvé grâce à vos yeux pour daigner y répondre. Monsieur le conseiller municipal Foucard, aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023, et dès que la préfecture a demandé aux grands électeurs, vous en faisiez partie, de participer à l'organisation de celle-ci, ce qui n'est pas une obligation, vous avez candidaté. Une publication que je me suis procurée issue de votre page Facebook vous montre sur les ordres de la République, je vous cite, en partie. La préfecture m'a mis comme président d'un bureau de vote. Ça m'a ému. Mais j'ai été fier. Comme quoi, certains peuvent avoir de la reconnaissance pour le service rendu, même si je ne suis plus maire depuis 10 ans. Monsieur le conseiller municipal Foucard, pour cette question sur la citoyenneté, croyez-vous que vous l'incarnez? Vous qui préférez pavoiser sous les beaux lustres de la préfecture plutôt que sous les néons de nos salles communales. J'ai la photo avec les lustres, vous êtes en dessous.
Monsieur le conseiller municipal Foucard, vous connaissez très bien le tribunal administratif, pour le fréquenter assidûment. Peut-être pourrions-nous vous y retrouver prochainement avec sous le bras l'article 21-21-5. Étant donné que vous ne répondez pas à nos mails, vous comprendrez que nous ne vous laisserons pas réagir à cette réponse. Merci. Non, vous avez un mail, vous me répondez. Non, je ne savais pas que vous teniez vraiment tant que ça à ce que je participe à la gestion d'un bureau de vote. Parce que le procès verbal, il risque d'être rempli. Parce que j'ai déjà assisté à des bureaux de vote où il y avait des gens qui tenaient l'urne, qui n'avaient pas le droit de le faire. Seul le maire et les adjoints, voire les conseillers municipaux, peuvent tenir l'urne. Pas quelqu'un qui n'est pas du conseil municipal. On m'a fait la réflexion dimanche dernier que quelqu'un est arrivé et on lui a tendu l'enveloppe, ce qui est illégal. Donc moi, je veux bien venir vous donner un coup de main. Non, mais si c'est pas dans les règles, il ne faudra pas venir critiquer que le compte rendu, le procès verbal, il est rempli. Mais je veux bien répondre, mais moi je ne pensais pas que vous vous ennuyiez tant que moi. En l'occurrence, vous ne répondez pas à vos devoirs. Non, c'est dans votre intérêt que je... Mais si vous insistez... Moi, je vous remercie de penser à notre intérêt et je m'en rends bien compte tous les jours dans tous les courriers et encore un dernier recommandé de ce jour. Bon, bah écoutez, on va pas, c'est vrai qu'on va pas s'épiloguer là-dessus, surtout... Sur la cérémonie de la citoyenneté, je suis désolé, ça a été instauré par M. Sarkozy il y a longtemps et ça a un caractère obligatoire. Alors, je vais simplement faire une petite parenthèse. C'est vrai que ça a été prévu, on y a pensé, mais tardivement. Mais je voudrais quand même que vous sachiez la raison tous, c'est que je suis tellement accablée par vos mails, à recevoir vos courriers, vos demandes, vos réponses au TA, que tout ce temps, cette énergie, je la mets où? Non pas de temps en temps pour la mairie, mais parce qu'il faut bien la mettre à votre service. Quand on passe son temps au TA à faire des tas de mails, de courriers, d'attaques et de mots sympathiques, on l'a oublié. Mais pour la prochaine fois, prochaine élection, pas ici forcément, c'est prévu. Voilà, je vous remercie. Je conseille. J'ai une petite. On m'a demandé de faire une petite remarque, une question. J'ai Madame Françoise Muchamblet qui m'avait demandé s'il y avait ces questions pour ces cases de columbarium, si ça passait aujourd'hui. J'ai répondu que non. Donc, cette question, elle est prévue pour une prochaine commission, puisqu'il y aura des règles à revoir aussi par rapport à une remarque faite au tribunal concernant les cimetières. Donc, comme on va remettre le règlement en place, on va en profiter, on fera ce règlement et on verra, puisque c'est un cas inédit. Voilà. Bien. Ben, écoutez, je vous remercie tous. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui partent avec le soleil. Bonne soirée.